Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une période absolument fascinante et décisive pour l'histoire de l'aviation, la Première Guerre mondiale. On oublie souvent qu'au début du conflit, en 1914, l'avion était encore une invention très récente, un peu fragile, et son rôle était, assez limité. En fait, au commencement de la guerre, les avions étaient principalement utilisés comme des outils d'observation. On les appelait les yeux de l'armée. Leur mission ? Survoler les lignes ennemies pour repérer les mouvements de troupes, localiser les positions d'artillerie et bien sûr rapporter ces informations cruciales à l'état-major. C'était une révolution pour le renseignement, mais on était encore très loin de l'image du combat aérien que l'on connaît. Mais voilà, la guerre a tout accéléré. Très vite, les pilotes ont commencé à vouloir empêcher les avions ennemis de faire leur travail de reconnaissance. Au début, c'était presque artisanal, vous savez, les pilotes se tiraient dessus avec des pistolets ou des carabines. On a même vu des tentatives de jeter des briques ou des cordes pour saboter les hélices adverses. C'était le début d'une nouvelle forme de combat. Le véritable tournant technologique, c'est l'invention de la mitrailleuse synchronisée. C'est un mécanisme qui permet de tirer à travers l'hélice sans la détruire. À partir de ce moment-là, l'avion n'est plus seulement un observateur, il devient un chasseur, une véritable arme. On voit alors naître des avions spécifiquement conçus pour le combat, plus rapides, plus maniables. Cette évolution a donné naissance à de nouvelles tactiques de combat aérien. On ne vole plus en solitaire, mais en formation pour se protéger mutuellement. C'est l'apparition du concept de supériorité aérienne. Contrôler le ciel devient un objectif stratégique majeur pour gagner la bataille au sol. Et bien sûr, qui dit nouvelles tactiques et nouvelles technologies, dit aussi nouveaux héros. La Première Guerre mondiale a créé ses propres légendes, les as de l'aviation. Des pilotes qui ont accumulé un grand nombre de victoires aériennes. Des noms comme Georg Gunmer en France ou le célèbre baron rouge Manfred von Richthofen en Allemagne sont devenus des figures emblématiques, incarnant le courage et la maîtrise de ces nouvelles machines de guerre. En résumé, en seulement 4 ans, entre 1914 et 1918, l'aviation a connu une transformation radicale. Elle est passée d'un simple outil de reconnaissance à une composante essentielle de la stratégie militaire moderne. C'est vraiment pendant ce conflit que les bases de la guerre aérienne, telles qu'on les connaîtra tout au long du XXe siècle, ont été posées. Une véritable révolution née dans le ciel des champs de bataille. Alors, aujourd'hui on se penche sur un moment clé de l'histoire de l'aviation, son rôle durant la Première Guerre mondiale. C'est une période qui a tout changé. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que l'image qu'on a des combats aériens, des duels entre pilotes, ne correspond pas du tout au début du conflit. En 1914, l'avion n'est pas encore une arme offensive. Exactement. À ce moment-là, son rôle est avant tout stratégique, c'est un outil de reconnaissance. Sa mission principale, c'est de survoler les lignes ennemies pour observer les mouvements de troupes, repérer les positions d'artillerie et transmettre ces informations au commandement. Ce qui est une véritable révolution. Imagine l'avantage que ça procure. Les généraux ne sont plus aveugles, ils n'ont plus à se fier uniquement aux rapports de la cavalerie ou de l'infanterie, qui sont souvent partiels et en décalé. Là, ils ont une vue d'ensemble, presque en temps réel. Les avions deviennent littéralement les yeux du ciel. Et il y a un événement qui va vraiment cristalliser cette nouvelle importance. La bataille de la Marne, en septembre 1914. C'est un excellent exemple. C'est grâce à la reconnaissance aérienne que les Alliés ont pu détecter l'avancée des armées allemandes vers Paris. Cette information a été cruciale pour organiser la contre-offensive et stopper leur progression. La reconnaissance aérienne est devenue un atout majeur. Mais bien sûr, les choses évoluent très vite. On ne va pas se contenter d'observer l'ennemi pendant longtemps. Ces avions, même s'ils sont encore assez fragiles, vont être adaptés. Oui, c'est la suite logique. Une fois que tu as des avions qui survolent le champ de bataille, l'étape suivante est de les armer. D'abord pour se défendre, puis pour attaquer. On commence donc à les équiper pour des missions de bombardement, pour intercepter les avions de reconnaissance ennemis, et pour mener des missions de combat. Et c'est là que le ciel, qui était un espace d'expérimentation pour quelques pionniers, se transforme radicalement en un véritable champ de bataille, un nouveau front dans la guerre. C'est une transformation complète.
En l'espace de quelques mois, l'avion est passé du statut de curiosité technologique à celui d'outil militaire indispensable. Donc pour résumer, au début de la Première Guerre mondiale, l'aviation a d'abord prouvé sa valeur comme un outil de reconnaissance inestimable, notamment lors de la bataille de la Marne. Exactement. Et cette utilité a très vite entraîné son évolution vers un rôle de combat, transformant le ciel en une nouvelle arène de conflit, et marquant le début d'une ère nouvelle, pour l'aéronautique militaire. Alors, aujourd'hui on se penche sur quelques dates clés de l'aviation au début de la Première Guerre mondiale, spécifiquement en 1915 et 1916. On va s'intéresser à 3 événements assez marquants. Oui, des événements qui montrent à quel point la technologie et la stratégie aérienne ont évolué rapidement pendant cette période. Commençons par l'année 1915, qui a été particulièrement riche. Exactement. Le premier point concerne l'aviateur français Roland Garros. En 1915, il équipe son avion, un Morane Saulnier, d'un système de mitrailleuse permettant de tirer à travers le champ de l'hélice. C'est une avancée fondamentale pour le combat aérien. Avant ça, le placement des mitrailleuses était un vrai casse-tête. Le système de Garros, bien qu'assez simple, a permis au pilote de viser avec l'avion lui-même et de tirer droit devant. Il utilisait des déflecteurs en métal sur les pales de l'hélice pour dévier les quelques balles qui auraient pu les frapper. Ce n'était donc pas encore un système de synchronisation, qui lui, interrompt le tir lorsque la pale passe devant le canon. Mais c'était, disons, l'idée fondatrice. D'ailleurs, c'est après la capture de l'avion de Garros que les ingénieurs allemands, comme Anthony Fokker, ont perfectionné l'idée pour créer un véritable engrenage de synchronisation. C'est un bon point. Ça montre bien la course à l'innovation de l'époque. Et toujours en 1915, on a une autre avancée, mais cette fois du côté allemand. Le premier vol du Junkers J-1, le premier avion entièrement métallique. En effet. Jusque-là, les avions étaient principalement construits en bois et en toile. Des matériaux légers, mais aussi très fragiles et vulnérables aux intempéries et, bien sûr, aux tirs ennemis. Le Junkers J-1 change complètement la donne. Sa structure et son revêtement en métal, on pense à un alliage d'acier, le rendaient beaucoup plus robuste et durable. Il était surnommé le Blechessel, ou Anantol. Ça a vraiment ouvert la voie à la construction aéronautique moderne. On passe ensuite à l'année 1916, avec un événement plus humain et symbolique, la création de l'escadrille Lafayette. Oui, et c'est un point important car à cette date, en 1916, les États-Unis ne sont pas encore officiellement entrés en guerre. L'escadrille était donc composée de pilotes américains volontaires qui voulaient combattre pour la cause alliée. Le nom Lafayette est d'ailleurs un hommage direct au marquis de Lafayette et à l'aide apportée par la France durant la guerre d'indépendance américaine. C'est un symbole fort de l'amitié franco-américaine. Absolument. Ces pilotes sont devenus des héros et ont joué un rôle non négligeable, tant sur le plan militaire que sur celui de la propagande, en encourageant le sentiment pro-allié aux États-Unis. Donc, pour résumer, en à peine 2 ans, on a une innovation tactique majeure avec le tir à travers l'hélice, une révolution technologique avec l'avion tout en métal, et un événement politique et humain fort avec l'escadrille Lafayette. C'est une excellente synthèse. Ces 3 points illustrent parfaitement comment la Première Guerre mondiale a été un accélérateur incroyable pour l'aviation, la faisant passer en quelques années du statut de curiosité à celui d'arme stratégique essentielle. Alors aujourd'hui, on se penche sur quelques dates clés de l'histoire de l'aviation militaire, en pleine Première Guerre mondiale. Le contenu qu'on analyse se concentre sur les années 1916 et 1917, qui ont vu des avancées vraiment majeures. On commence en 1916 avec une innovation technologique française signée Marcel Bloch. Marcel Bloch, qui deviendra plus tard le célèbre Marcel Dassault. C'est un nom absolument incontournable de l'aéronautique française. De quelle innovation s'agissait-il exactement ? Il a conçu ce qui était considéré comme la meilleure hélice de l'époque, baptisée l'Éclair. Une meilleure hélice, à ce moment-là, ça pouvait radicalement changer les performances d'un avion, notamment sa vitesse ascensionnelle et sa vitesse de pointe. C'était un avantage tactique direct. Bien sûr. Et juste après, en 1917, on a un autre événement majeur, mais cette fois-ci du côté britannique. Oui, le décollage d'un chasseur anglais depuis le pont d'un navire, le HMS Furious. Le texte le qualifie de premier porte-avions de l'histoire. C'est vraiment la genèse de la projection de puissance aéronavale. C'est une étape fondamentale. Même si les premiers navires étaient des conversions assez rudimentaires, ça ouvre la voie à la capacité de frapper depuis la mer avec une force aérienne, ce qui change complètement la stratégie navale. C'est exact. Et la même année, toujours en 1917, on voit aussi une évolution dans l'organisation humaine. L'armée française décide de regrouper ses meilleurs pilotes au sein d'une escadrille d'élite, les Cigognes. C'est intéressant.
On passe de l'innovation purement technique à l'optimisation des compétences humaines. Créer des escadrilles d'as, ça permet de concentrer l'expérience, de développer des tactiques de combat aérien plus complexes et de maximiser l'efficacité au combat. Tout à fait. Et cette idée d'une force aérienne qui se structure et gagne en autonomie mène directement à ce qui est annoncé pour l'année suivante. La création de la Royal Air Force, ou RAF, en 1918. Et le point crucial, c'est qu'elle est créée comme une branche indépendante de l'armée de terre et de la marine. C'est une première mondiale et une véritable révolution doctrinale. Jusque-là, l'aviation était surtout vue comme un outil de support pour les troupes au sol ou les navires. Donc, pour résumer, sur une période très courte de 2 ans, on a une avancée technologique clé avec l'hélice de bloc, l'émergence d'une nouvelle plateforme stratégique avec le porte-avions, et enfin une réorganisation structurelle majeure avec les escadrilles d'élite et la future force aérienne indépendante. Exactement. Ces quelques points montrent à quel point la Première Guerre mondiale a été un accélérateur incroyable pour l'aviation, la faisant passer en très peu de temps du stade de la reconnaissance à celui d'une arme de guerre décisive, et de plus en plus autonome. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur les inventions et innovations majeures qui ont transformé l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. C'est une période où tout a basculé, changeant complètement la nature du combat aérien. Oui, c'est assez fou de voir à quel point la technologie et les tactiques ont évolué en si peu de temps. On est passé, en gros, de simples avions de reconnaissance à de véritables machines de guerre. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Commençons par une invention qui est, je pense, absolument cruciale. La mitrailleuse synchronisée. L'idée, c'est de pouvoir tirer à travers l'hélice de l'avion sans la détruire. C'était une véritable révolution. Ah oui, clairement. Avant ça, les pilotes devaient utiliser des pistolets ou des carabines, ou alors monter la mitrailleuse sur l'aile supérieure, ce qui rendait la visée très compliquée. Il faut savoir que c'est une invention qui a des origines à la fois françaises et allemandes, avec des noms comme Raymond Saulnier en France et Anthony Fokker en Allemagne. Exactement. Et c'est cette invention qui donne naissance à ce qu'on appelle le chasseur moderne. L'avion n'est plus seulement une plateforme d'observation, il devient une arme offensive, capable d'abattre d'autres avions. Ce qui nous amène logiquement au point suivant. L'apparition d'avions spécialisés. Oui, tout à fait. Une fois que le combat aérien est devenu une réalité, les armées ont commencé à développer différents types d'appareils pour des missions spécifiques. On voit donc apparaître des chasseurs, conçus pour le combat aérien, des bombardiers, pour attaquer des cibles au sol, et bien sûr des avions de reconnaissance, qui restaient essentiels. Donc, chaque avion est adapté à sa tâche. C'est vraiment le début de la diversification des forces aériennes. Un autre point intéressant, c'est le parachute. On pourrait penser que c'était une évidence pour la sécurité des pilotes, non ? Oui, mais en fait, c'est plus complexe que ça. Le parachute était connu avant la guerre, mais son usage est resté très limité pour les pilotes. Et la raison est assez surprenante. Les états-majors craignaient que les pilotes abandonnent leur avion trop facilement s'ils avaient un parachute. C'est une logique assez terrible, quand on y pense. On préférait risquer la vie du pilote pour sauver le matériel. Ça en dit long sur la mentalité de l'époque. Absolument. Passons aux tactiques. Le combat aérien évolue aussi. On passe de duels isolés, un peu chevaleresques, à de véritables affrontements en groupe. C'est la naissance des fameux dogfights. Et de la notion de supériorité aérienne. Il ne s'agit plus seulement de l'habileté d'un pilote, mais de la capacité d'une escadrille à contrôler une zone du ciel. La formation en patrouille devient la norme. Tout à fait. Et pour que tout cela soit possible, il fallait une dernière chose. Le développement des moteurs. C'est un peu le moteur de toutes ces innovations, si on peut dire. Joli jeu de mots. Mais c'est vrai. Des moteurs plus puissants et plus fiables ont permis de construire des avions plus rapides, plus maniables et capables d'emporter plus d'armement. Sans cette avancée technologique, les chasseurs et les bombardiers n'auraient pas été aussi efficaces. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que la guerre aérienne a été façonnée par une série d'innovations qui sont toutes liées. La mitrailleuse synchronisée a créé le chasseur, ce qui a mené à la spécialisation des avions et à de nouvelles tactiques de combat en groupe. Et tout cela, bien sûr, a été rendu possible par les progrès constants de la motorisation. En quelques années à peine, l'avion est passé du statut de curiosité à celui d'arme stratégique décisive. C'est vraiment une transformation radicale. Ok, alors aujourd'hui on va se pencher sur l'aéronautique durant la Première Guerre mondiale. C'est un sujet fascinant qui a vu naître de véritables légendes, et on va justement s'intéresser aux figures emblématiques que sont les As français. Oui, les fameux As de l'aviation. C'est intéressant parce que la guerre de 1914 à 1918 a vraiment été le berceau de l'aviation de combat. Au début, les avions servaient surtout à l'observation, et puis très vite, ils sont devenus des armes. Exactement, et le terme As est apparu à ce moment-là. Il fallait un certain nombre de victoires aériennes confirmées, généralement 5, pour obtenir ce titre. C'était une façon de créer des héros et de motiver les troupes et la population.
Et parmi ces as, 3 noms français sortent particulièrement du lot. René Fonck, Georges Guinemer et Charles Nungesser. 3 personnalités très différentes. Commençons par René Fonck, peut-être le moins connu du grand public aujourd'hui, mais c'est officiellement l'as des as alliés. Il a le plus grand nombre de victoires homologuées, 75 au total. Ce qui est fascinant avec Fonck, c'est sa méthode. Il était l'opposé de l'image du casse-cou. C'était un pilote très cérébral, un tacticien incroyable. Il analysait la situation, calculait ses tirs pour utiliser le moins de munitions possible, et prenait très peu de risques. Son avion n'a quasiment jamais été touché. C'est ça. Il représentait le professionnalisme, l'efficacité presque froide. À l'opposé, on a Georges Guinemer. Ah, Guinemer. Lui, c'est la légende, le héros romantique par excellence. Il était de santé fragile, mais il avait une volonté de faire. Sa devise était « Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné ». Et il a tout donné. Il cumulait les victoires, 53 homologuées, mais il était connu pour son audace, sa fougue, attaquant parfois seul des formations entières. Son avion, le Vieux Charles, était célèbre. Et sa disparition en combat en 1917 a fait de lui un martyr et un symbole national. Sa mort a été un choc pour la France. Son corps et son avion n'ont jamais été retrouvés, ce qui a ajouté au mythe. Il est tombé en plein ciel de gloire, comme on disait à l'époque. Et enfin, le troisième, Charles Nungesser. Si Guinemer était le héros tragique, Nungesser c'était la tête brûlée, l'aventurier flamboyant. Totalement. C'était un pilote instinctif, indiscipliné, mais d'un courage exceptionnel. Il a été blessé de nombreuses fois, mais revenait toujours au combat. Son emblème était une tête de mort avec un cercueil et des chandeliers, ce qui en dit long sur le personnage. Il a survécu à la guerre avec 43 victoires. Et son histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il est aussi célèbre pour sa tentative de traversée de l'Atlantique Nord en avion, avec François Colly, en 1927, juste avant Lindbergh. Ils ont disparu au cours de cette tentative. C'est vrai, sa fin est aussi mystérieuse et participe à sa légende d'aventurier. C'est presque une suite logique à sa carrière de pilote de guerre. Donc, pour résumer, on a 3 figures qui incarnent des facettes différentes du pilote de chasse de la Grande Guerre. On a le professionnel méthodique avec Fonck, le héros patriote et sacrificiel avec Guinemer, et l'aventurier individualiste et courageux avec Nungesser. C'est une excellente synthèse. Ces 3 hommes, par leur parcours et leur personnalité, montrent bien comment l'aviation de cette époque était à la fois une nouvelle science militaire, mais aussi une aventure humaine faite de courage et de destin hors du commun. Ok, alors aujourd'hui on se penche sur un sujet vraiment passionnant de la Première Guerre mondiale. Les as de l'aviation allemande. On va parler de ces pilotes devenus de véritables légendes, en se concentrant sur 3 noms. Maxim Hellmann, Manfred von Richthofen et Ernst Udet. Oui, tout à fait. Ce sont des figures qui ont vraiment marqué les débuts du combat aérien. Et ce n'est pas juste une question de nombre de victoires. Hein. Chacun a forgé son propre mythe et a profondément influencé les tactiques de l'époque. Commençons par ordre chronologique, avec l'un des pionniers, Maxim Hellmann. On le surnommait l'Aigle de Lille. C'est l'un des tout premiers à obtenir le statut d'as et à recevoir la plus haute distinction prussienne de l'époque, la médaille pour le mérite. Et il est surtout connu pour une manœuvre qui porte encore son nom aujourd'hui, le retournement Immelmann. Exactement. Peux-tu nous rappeler en quoi ça consiste ? Bien sûr. C'est une manœuvre acrobatique qui consiste à faire une demi-boucle vers le haut, suivie d'un demi-tonneau au sommet. Le résultat, c'est que l'avion se retrouve à une altitude supérieure, volant dans la direction opposée. C'était une innovation tactique majeure pour se repositionner et prendre l'avantage sur un adversaire. C'est donc une figure fondatrice, mais sa carrière a été assez courte, finalement. Il est mort au combat en juin 1916 avec 15 victoires à son actif. Et sa mort a été un vrai choc pour le moral allemand à l'époque. Absolument. Il a vraiment posé les bases de ce qu'allait devenir la chasse aérienne. Et sa disparition a laissé la place à une nouvelle génération, et notamment au plus célèbre de tous, Manfred von Richthofen. Le fameux Baron Rouge. Impossible de parler des as de la Première Guerre sans le mentionner. Avec 80 victoires aériennes confirmées, il est l'as des as du conflit, toutes nations confondues. Oui, et au-delà des chiffres, c'est son image qui a frappé les esprits. Il était issu de l'aristocratie prussienne et il peignait ses avions, notamment son célèbre triplan Fokker, en rouge vif. C'était une sorte de défi lancé à ses adversaires, un signal qui disait « Je suis là, venez m'affronter ». Il était aussi un excellent leader. Il a commandé la Jasta 11, Jasta pour Jagdstaffel, c'est-à-dire escadrille de chasse. Puis le Jagdgeschwader 1, une unité d'élite surnommée le cirque volant, à cause des couleurs vives de leurs appareils. Et contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, ce n'était pas une tête brûlée, mais plutôt un tacticien froid et méthodique. C'est un point très important, oui. C'était un chasseur,
au sens propre comme au figuré, qui appliquait les principes de la chasse au combat aérien. L'approche, la précision, ne tirait qu'à coup sûr. Sa mort en avril 1918 a eu un retentissement énorme, des deux côtés du front. Bon, et pour finir, le troisième nom de notre liste, Ernst Udet. Il est le deuxième as allemand avec 62 victoires, juste derrière Richthofen. Mais sa personnalité était très différente, et surtout il a survécu à la guerre. Oui, Udet était plus flamboyant, un pilote d'instinct, connu pour son audace. Après la guerre, son parcours est assez unique. Il est devenu pilote de voltige, a participé à des films, notamment avec Leni Riefenstahl. Son histoire post-guerre est complexe, puisqu'il a joué un rôle majeur dans la création de la Luftwaffe, avant la Seconde Guerre mondiale, avant de connaître une fin tragique en se suicidant en 1941. Donc, si on résume, on a 3 figures emblématiques avec des destins très différents. Immelmann, le pionnier tacticien qui a donné son nom à une manœuvre. Richthofen, la légende méthodique et le symbole absolu de l'as. Et enfin, Udet, le virtuose au parcours plus tourmenté qui a survécu au premier conflit. C'est une excellente synthèse. Ils incarnent vraiment à eux trois les différentes facettes de ces premiers héros de l'aviation. L'innovation technique, la guerre psychologique et la gloire. Mais aussi la fragilité de ces chevaliers du ciel, dont 2 sur 3 n'ont pas survécu à la guerre. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet fascinant, l'aéronautique durant la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement sur les grands as anglo-saxons. On va parler de noms qui sont entrés dans la légende. Billy Bishop, James McCullern, Mike Manock, Albert Ball et l'américain Eddie Rickenbacker. Oui, ce sont des figures absolument centrales. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, l'avion est une invention très récente. Ces hommes n'étaient pas seulement des pilotes, ils étaient des pionniers, qui définissaient les règles du combat aérien en plein vol, souvent dans des appareils très fragiles. Commençons par une figure emblématique, le Canadien Billy Bishop. Avec 72 victoires homologuées, c'est l'un des plus grands as de l'Empire britannique. Sa particularité, c'était son audace et sa préférence pour les attaques en solitaire, ce qui lui a valu une réputation de loup solitaire. C'est ça, une tactique très risquée, mais qui a payé pour lui. Il était réputé pour être un tireur d'élite. Son plus grand fait d'armes, qui lui a d'ailleurs valu la Croix de Victoria, la plus haute distinction britannique, est un raid solitaire contre un aérodrome allemand à l'aube. Un exploit audacieux, même si certains détails sont encore débattus par les historiens. Dans un style assez similaire, on trouve le Britannique Albert Ball. Lui aussi était un chasseur solitaire, connu pour son agressivité et son mépris quasi total du danger. Il est devenu une véritable icône en Grande-Bretagne, avant de mourir au combat à seulement 20 ans. Oui, il incarnait l'image du chevalier du ciel, seul contre tous. C'est un contraste intéressant avec un autre as britannique, James McCudden. McCudden était tout l'inverse. C'était un tacticien méticuleux, extrêmement réfléchi. Absolument. McCudden a commencé sa carrière comme mécanicien dans le Royal Flying Corps. Il connaissait donc la mécanique de son avion sur le bout des doigts. Il n'attaquait jamais au hasard. Il étudiait ses adversaires, la position du soleil, et planifiait ses engagements avec une précision chirurgicale. Lui aussi a reçu la Croix de Victoria. Ça montre bien qu'il n'y avait pas un seul profil pour devenir un as. Il y avait les instinctifs comme Ball et les techniciens comme McCudden. Et puis il y avait les leaders, comme Mike Manock. Mike Manock est une figure complexe et tragique. Avec un palmarès estimé à 61 victoires, c'était un pilote exceptionnel, mais surtout un chef d'escadrille hors pair. Il passait énormément de temps à former les nouveaux pilotes, à leur apprendre des tactiques pour survivre. C'est vrai, mais il était aussi profondément marqué par la guerre. Il avait une peur panique de mourir brûlé vif dans son avion, ce qui, par une ironie tragique, est précisément ce qui lui est arrivé. Sa contribution en tant que leader est immense. Enfin, traversons l'Atlantique pour parler d'Eddie Rickenbacker, le plus grand as américain de la guerre avec 26 victoires. Il est arrivé tard dans le conflit, mais il a eu un impact immédiat. Son passé de pilote de course automobile lui a donné un avantage. Il avait une compréhension innée de la vitesse, de la mécanique et de la prise de risque calculée. Il a pris le commandement de la 94e escadrille aéro, le fameux Hat in the Ring Squadron, et a imposé une discipline et des tactiques qui ont sauvé la vie de beaucoup de ces hommes. Donc, pour résumer, on a un panel de personnalités très diverses. Des chasseurs solitaires et agressifs comme Bishop et Ball, aux tacticiens et leaders calculateurs comme McCudden, Manock et Rickenbacker. Exactement. Ce qui les unit, c'est un courage et une habileté extraordinaires. Mais leurs approches différentes du combat aérien montrent à quel point cette nouvelle forme de guerre était en pleine construction. Ils n'étaient pas seulement des héros, ils ont véritablement jeté les bases de ce que sont devenues les forces aériennes modernes.
Dans cet épisode, nous avons vu comment l'aviation a joué un rôle essentiel pendant la Première Guerre mondiale. Les avions sont passés de simples outils de reconnaissance à de véritables armes de combat, changeant la donne sur le champ de bataille et marquant une révolution technologique majeure. Mais avec la fin du conflit, l'aviation ne s'arrête pas là. Entre 1919 et 1939, l'aviation militaire évolue et l'aviation civile prend son envol. Les avions deviennent plus rapides, plus fiables et commencent à relier les continents. C'est une époque de progrès technologique où des figures comme Charles Lindbergh font des traversées historiques, tandis que l'aviation commerciale commence à s'imposer. Dans l'épisode suivant, on explore cette période fascinante de l'entre-deux-guerres, où l'aviation continue de se réinventer, ouvrant la voie au vol long courrier et à des records qui repoussent encore plus loin les limites du possible.